Vous écoutez Crime Story, l'assassinat du juge Michel, 2e et dernier épisode. Le mercredi 21 octobre 1981, le juge Pierre Michel est abattu en sortant du tribunal de Marseille, où il travaille. L'enquête s'oriente vers les trafiquants de drogue contre lesquels le magistrat luttait sans relâche. 2 jours après, la moto des tueurs est retrouvée. C'est une Honda modèle 900 bol d'or de couleur rouge, sur laquelle les enquêteurs mettent la main. Elle a été abandonnée sur un parking, à moins de 2 km de la scène de crime, et les policiers s'aperçoivent qu'elle a été déclarée volée 1 an plus tôt. Le propriétaire n'a donc rien à voir a priori avec le meurtre et ne peut pas aider à faire avancer l'enquête. En revanche, grâce à lui, les policiers comprennent que le vol a été commis par des professionnels, car la moto était garée dans un garage privé, non accessible la nuit. Il fallait donc avoir des ressources. Assez rapidement, ils identifient un réseau de voleurs de motos. Mais les gardes à vue ne donnent rien. Sur la moto, en revanche, un détail va se révéler déterminant. Sous un autocollant, les enquêteurs découvrent une empreinte, quasiment intacte. À cette époque-là, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, n'existe pas encore. Impossible donc de passer l'empreinte dans une machine pour voir si elle match ou non. Alors les policiers vont se lancer dans un travail de fourmi. À partir de ce jour-là, une équipe du service régional d'identité judiciaire de la PJ de Marseille est entièrement dédiée à l'identification de cette empreinte. Damien Delceni, les policiers font ça manuellement. Oui, on l'a dit à l'époque, pas d'informatique, pas de fichiers informatisés, pas d'ADN, juste des empreintes digitales. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont une loupe, ces policiers, et ils vont aller regarder chaque empreinte qu'ils ont en stock dans leurs archives pour voir si elles peuvent correspondre à celle qui a été prélevée sur cet autocollant. Et des fiches, ils en ont 160 000. Ça veut dire qu'ils partent du principe que le meurtrier fait déjà partie de leur fichier. En tout cas, c'est ce qu'ils supposent. Ils se disent que c'est probablement quelqu'un qui vient du milieu du grand banditisme professionnel, entre guillemets. Donc, ils se disent, c'est forcément quelqu'un qu'on a peut-être déjà dans nos archives, qu'on a peut-être déjà arrêté dans d'autres procédures. Donc, ils vont regarder si chacun des 10 doigts de ces potentiels suspects qu'ils ont arrêtés à un moment ou à un autre peuvent correspondre à l'empreinte qui est sur l'autocollant. L'opération dure plus de 2 mois. Oui, on l'a dit, 160 000 fiches, c'est extrêmement fastidieux de réaliser ces opérations à l'époque. Donc ça va durer jusqu'au jeudi 31 décembre 1981. Dans l'après-midi, les fonctionnaires de la PJ de Marseille contactent leur supérieur hiérarchique. Grâce à l'empreinte, ils viennent enfin d'identifier un homme. L'empreinte d'index qui a matché appartient à Charles Giardina. Cet homme de 22 ans, mécanicien dans un garage, est actuellement au chômage. Et s'il est connu des services de police, c'est seulement pour une affaire de coups et blessures. Un profil assez éloigné donc de celui qu'on imagine pour un tueur de juge. Une équipe de la BRI, l'anti-gang de Marseille, se met alors à le surveiller. Peu concluantes les premiers jours, les filatures permettent finalement d'établir qu'il est en lien avec 2 hommes au profil beaucoup plus intéressant, Gilbert Ciaramaglia et Daniel Danti. Le premier est en effet bien connu des services de police. Visage sévère, sourcils broussailleux, Gilbert Ciaramaglia, 32 ans, a été condamné en 1976 à 10 ans de prison pour tentative de meurtre sur des agents de la force publique et séquestration arbitraire. Il a bénéficié, en juin 1981, d'une mesure de clémence. Peu après sa libération, il demande à Charles Giardina de lui maquiller une moto qui a été volée quelque temps avant. Une Honda bol d'or 900 rouge, la même que celle qui a suivi le juge Michel dans les rues de Marseille. Les enquêteurs ont la conviction que jusqu'en septembre 1981, Gilbert Ciaramaglia conduit cette moto. Mais après, à qui l'a-t-il cédé ? Interrogé, l'intéressé ne coopère pas. Le mécanicien Charles Giardina et l'autre suspect, Daniel Danti, non plus. Faute de preuves, ils sont tous les 3 relâchés. Les policiers poursuivent leur enquête en reconstituant les dernières semaines des 3 hommes. Et ils découvrent que Gilbert Ciaramaglia a reçu récemment plusieurs cadeaux de valeur. Ils n'ont pas été offerts par n'importe qui. L'ami généreux n'est autre que Gaëtan Zampa, un géant de la pègre marseillaise, que le juge Michel, souvenez-vous, devait justement auditionner 2 jours après son assassinat.
Damien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Gaëtan Zampa ? Zampa, c'est tout simplement le parrain marseillais, une figure emblématique du grand banditisme du sud de la France, mais en fait du grand banditisme français tout court. Zampa, il est né en 1933 dans le quartier de la Caillole à Marseille. Sa famille est originaire d'Italie. C'est un peu une grande dynastie de bandits, de voyous. Il a une histoire assez étonnante. Quand il a 7 ans, il boit l'eau d'une fontaine qui manifestement n'est pas potable. Il tombe très malade. Il s'en sort un peu miraculeusement, mais il garde un léger handicap, c'est-à-dire qu'il zozote. Ensuite, il a vécu un petit peu à Paris. Il s'est très vite rapproché de certains voyous de la capitale, y compris des gens extrêmement violents. Et lors du Nouvel An 1961, pendant le réveillon, il va réussir un casse mémorable, celui de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Le butin de l'époque est colossal, 160 millions d'anciens francs, ce qui correspond à environ 2 700 000 € aujourd'hui. Il est arrêté, il fait 6 ans de prison, mais finalement la prison pour des gens comme lui, c'est aussi une ligne de plus sur un CV, ça assoit un peu plus son autorité, et quand il sort, il est déjà auréolé d'une certaine légende. Il a beaucoup de relations, c'est à la fois quelqu'un du milieu, mais qui peut avoir des relations en dehors du milieu du grand banditisme. On le soupçonne d'être derrière de grosses affaires, de gros trafics, mais ni la justice ni la police n'arrivent jamais vraiment à le ferrer, à l'attraper judiciairement sur des dossiers. Évidemment, les policiers se disent qu'il est peut-être le commanditaire de l'assassinat du juge. Oui, parce qu'il y a ce calendrier, il devait être entendu 2 jours après par le juge Michel. On sait qu'effectivement, Zampa, à ce moment-là, c'est l'homme fort du banditisme marseillais. On sait aussi qu'il avait prévenu qu'il serait impitoyable si on s'attaquait à sa femme ou à ses enfants. Or, on l'a dit, le juge Michel, il a comme tactique dans ses enquêtes d'aller entendre les femmes, parfois même de les inculper, de les mettre en prison pour faire pression en quelque sorte sur leur voyou de mari. Alors on sait qu'à l'été 80, le juge Michel l'avait aussi gêné en fermant un de ses laboratoires clandestins de drogue. Donc Zampa, il se sait menacé quelque part par la pression qu'exerce le juge Michel sur lui. D'ailleurs, il a demandé à ce qu'il ne soit pas entendu dans le bureau du juge Michel et cette requête lui a été refusée. À la suite de ça, il fuit la France. Oui, ce qui est un autre élément qui peut l'incriminer, c'est-à-dire qu'il part en cavale. Mais il va finalement être rattrapé. On est en 83, on est 2 ans environ après l'assassinat du juge Michel. Il est incarcéré et il va se suicider en prison l'année suivante. Alors, c'est un peu la fin de la piste Zampa, mais l'enquête, elle va encore rebondir et un peu par hasard. À l'automne 1985, la DEA, l'agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic de drogue, les stupes français et l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants suisse mènent une enquête conjointe. L'objectif est de démanteler un trafic international d'héroïne. Leurs investigations les mènent en Suisse, dans le canton de Fribourg. Et ils y arrêtent 11 trafiquants internationaux, dont 4 Français, issus du milieu marseillais. François Scapula, Charles Altieri, Philippe Weisgrill et Jean Guy. Ces 4 hommes avaient installé en territoire helvète, dans un chalet, un laboratoire clandestin de transformation de morphine en héroïne. Quand les policiers américains et suisses investissent les lieux, ils découvrent une 12aine de kilos d'héroïne, sur le point de partir pour les États-Unis. C'est une saisie record pour l'époque. 6 mois plus tard, Philippe Weisgrill, un des Français arrêtés, se met à table. Il affirme qu'il sait qui a tué le juge. Selon lui, c'est François Tchéky, un petit voyou qui a tiré depuis la moto que conduisait Charles Altieri, un des autres hommes arrêtés en Suisse. Et ils ont agi sur ordre de François Girard, un parrain que tout le monde surnomme le Blond. Chef de bande du quartier d'Andoum, dans le 7e arrondissement de Marseille, il avait été incarcéré par le juge Michel, ce qui peut constituer un mobile. Mais surtout, Philippe Weisgrill donne aux policiers le nom d'un homme qui, selon lui, peut confirmer tout cela. Et ça tombe bien, car ils l'ont sous la main. Il s'agit de François Scapula. Damien, qui est François Scapula ? C'est un Marseillais qui est un peu un des chimistes stars de la French Connection, de ces trafiquants marseillais qui raffinent la morphine pour la transformer en héroïne. C'est vraiment un grand chimiste qui a
souvent réussi à se faufiler, à échapper aux investigations menées par le juge Michel sur ces dossiers-là. Et Scapula, il vient de cette fameuse bande d'Andoum qui est dirigée par François Girard, dit Leblond. Est-ce qu'il confirme ce qu'a dit Philippe Weisgrill aux enquêteurs ? Il est entendu, lui, en Suisse, Scapula, et il va très facilement et assez rapidement se mettre lui aussi à table. Évidemment, pas gratuitement, en échange de sa non-extradition vers la France, parce qu'il sait qu'il risque beaucoup judiciairement en France. Donc il va négocier finalement avec les policiers suisses, les policiers de la DEA, une nouvelle vie, la vie des repentis, c'est-à-dire des gens qui acceptent d'aider la justice. En contrepartie, il faut leur faire une nouvelle identité, leur permettre aussi éventuellement d'échapper à une peine de prison. Donc il va tout balancer, tout confirmer, il va redonner le nom du tireur, du conducteur et des commanditaires, c'est-à-dire François Girard, et il va citer le nom d'Omer Philippi, qui est lui aussi un autre proche de Gaëtan Zampa. Est-ce que c'est étonnant que François Scapula cède de cette manière-là et qu'il donne d'autres noms aussi facilement ? Ça peut être surprenant parce que le milieu du grand banditisme est un milieu qui tient normalement par cette loi du silence, c'est-à-dire on ne parle pas aux policiers, on ne parle pas aux juges. Mais Scapula, c'est un électron libre dans ce milieu du grand banditisme. C'est un personnage extrêmement curieux et d'ailleurs, il va hériter de ce comportement, un surnom qui sera celui qui va lui rester jusqu'au bout. Ce sera François la Balance. Quelques années plus tard, François Scapula raconte dans une interview pourquoi il a collaboré avec la justice. Je savais qu'ils avaient une loi sur les repentis et je savais qu'ils tenaient leur parole. Lorsque vous avez plus de 40 ans de prison sur le dos, plusieurs affaires dans plusieurs pays différents, on vient vous proposer d'être libre rapidement et de refaire votre vie sur notre identité. Et je savais que c'était possible de faire le minimum de prison. Son témoignage est précieux, mais il ne peut suffire aux enquêteurs. Ces derniers décident donc d'interroger François Tchéky, désigné comme le tireur 5 ans après l'assassinat. François Tchéky, désormais âgé de 37 ans, est interpellé en région parisienne. De manière assez surprenante là aussi, il reconnaît rapidement être en effet celui qui a abattu le juge Michel. Mais il croyait participer à un règlement de compte entre voyous et il n'avait donc aucune idée que la personne qu'il tuait était magistrat, se défend-il. François Tchéky confirme également que c'est bien Charles Altieri qui conduisait la moto. Pour les commanditaires, en revanche, il n'en sait strictement rien, promet-il. François Tchéky est inculpé et placé en détention provisoire pour l'assassinat du juge Pierre Michel. François Girard, déjà incarcéré pour d'autres affaires, est lui aussi inculpé dans ce dossier. Le vendredi 9 mai 1986, le procureur de Marseille annonce que les tueurs du juge ont été identifiés. Le procès peut avoir lieu. Celui pour le laboratoire clandestin de Suisse se tient en octobre 1987. Scapula, Altieri et Weisgrill sont condamnés à 20 ans de prison. Alors qu'Altieri est sur le point d'être extradé vers la France, il réussit à s'évader de sa prison suisse, en novembre 1987. Le procès des assassins du juge Michel se tient donc sans 2 des 4 accusés. Omer Philippi, sorti de prison en 1984, est introuvable depuis, malgré le mandat d'arrêt international émis à son encontre. Et Charles Altieri est toujours en fuite. Damien, en tout, il y aura 3 procès d'assises. Le premier s'ouvre en juin 1988. Devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, dans le box, il y a Tchéky et Girard qui sont jugés. Altieri et Philippi, on l'a dit, eux sont en cavale. Pendant le procès, Tchéky va réitérer ses aveux, tandis que Girard va lui continuer de nier. Ils vont écoper tous les deux de la peine maximale, la perpétuité. En avril 1991, Charles Altieri et Omer Philippi sont jugés par contumace. Alors la contumace, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on appelle ça par défaut, mais ça signifie la même chose. Ça veut dire qu'on juge des personnes en leur absence. C'est possible, c'est prévu par le code. Simplement, procéduralement parlant, si on les retrouve, la condamnation ne s'applique pas tout de suite. Il y a un nouveau procès, on les juge à nouveau. Donc cette procédure par contumace, ça veut dire que c'est un procès où le box est vide et ils vont être eux aussi, en leur absence, condamnés à la perpétuité. Début février 1996, 15 ans après l'assassinat du juge, Charles Altieri, le pilote de la moto, est retrouvé. Il est arrêté par les services d'Interpol alors qu'il arrive d'Asie.
il détient un faux passeport. Il est extradé vers la France, il est donc rejugé, comme le veut la procédure, encore une fois par cette cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, et lui aussi va écoper de la peine maximale, la prison à perpétuité. En septembre 2014, François Tchéky sort de détention sous le régime de la semi-liberté. Au début du mois d'octobre, la même année, Charles Altieri est lui aussi libéré. En 2017, François Girard est libéré après plusieurs peines de prison. Pour la première fois, et alors qu'il l'a nié pendant plus de 30 ans, il reconnaît officiellement être impliqué dans l'assassinat du juge Michel. Omer Philippi, parrain de la French Connection et commanditaire de l'assassinat du juge Michel, n'a jamais été retrouvé. S'il est encore vivant, il a à ce jour près de 100 ans. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme chaque semaine avec Damien Delseny et un podcast à retrouver tous les samedis sur le site leparisien.fr et sur les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Et vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité.